Bonjour, je suis le professeur Mohamed Nakhli, professeur à la faculté de droit de Marrakech, l'université de Qadi Iyad. J'enseigne le droit des affaires et le droit commercial. Je suis coordinateur du master droit des affaires et de l'entreprise. Aujourd'hui, nous allons faire une approche dans le cadre des MOOC de l'UQAM d'un cours très technique qui est le relatif aux instruments de paiement et de crédit. Alors évidemment, nous nous plaçons dans le cadre de l'entreprise et comme vous le savez, l'une des préoccupations principales de l'entreprise est d'obtenir dans des conditions satisfaisantes le règlement des sommes qui sont dues et s'acquitter de celles dont elle est redevable. C'est une préoccupation essentielle, on ne peut pas le considérer comme étant secondaire dans la gestion de l'entreprise. En effet, le choix des modalités et des moyens de règlement et leur emploi adéquat peuvent avoir sur la vie de l'entreprise des conséquences directes, d'où l'intérêt indéniable d'une connaissance parfaite des mécanismes juridiques les régissant. Pour définir les procédés de paiement, je reprendrai volontiers celle proposée par l'article 4 de la loi française du 24 janvier 1984. Cet article considère comme moyen de paiement tous les moyens, quel que soit le support ou le procédé technique utilisé, permettant à toute personne de transférer des fonds. Il est évident que parmi les instruments de paiement de créances, le moyen le plus évident est le versement d'espèces. La remise d'espèces transfère de façon instantanée le pouvoir d'achat au créancier et par là même lui apporte la sécurité, une sorte d'efficacité de paiement qui n'est plus liée à la solvabilité d'un particulier ou banquier. Cependant, sur le plan pratique, les inconvénients d'un tel procédé sont tels que souvent la convention des parties et surtout la loi impose de recourir à un autre mode de libération. C'est le cas notamment de l'article 47 de la loi de finances 96-97 et de l'article 306 du Code de commerce qui impose aux commerçants le paiement par chèque ou par virement de tout paiement d'une valeur supérieure à 10 000 dirhams. Outre les espèces, d'autres procédés permettent de parvenir au même résultat. À côté des titres monétaires classiques, dont les plus connus sont la lettre de change, le billet à ordre et le chèque, sont apparus de nouveaux procédés qui se caractérisent par leur non-soumission au droit cambiaire. C'est le cas notamment du virement, le paiement par carte, la cession des créances professionnelles, l'affacturage et le crédit documentaire. Nous avons ainsi posé en fait l'essentiel de notre cours. Notre cours va ainsi s'articuler autour de deux grands chapitres. Le premier sera consacré aux instruments cambiaires et le deuxième sera consacré aux instruments non cambiaires. Nous commençons donc par le premier chapitre, les instruments cambiaires. Alors, dans le cadre de cette grande famille que sont les instruments cambiaires, on retrouve la lettre de change, le billet à ordre et le chèque. C'est ce qu'on appelle communément les effets de commerce. La loi n'en donne aucune définition. La doctrine dominante les définit comme étant des titres négociables qui constatent au profit du porteur une créance de somme d'argent et servent à son paiement. Avant de nous lancer dans l'étude un par un des différents effets de commerce,
il convient de nous interroger dans une section qu'on appellera préliminaire sur leur caractère. Quels sont donc les caractères des effets de commerce? En réalité, quand on veut faire une approche de l'étude des caractères, on constate que les effets de commerce traduisent les impératifs de sécurité, de rapidité et de simplicité qui sont les impératifs traditionnels du droit commercial. Le droit commercial lui-même est fondé sur ces impératifs. Alors, quelles sont donc les caractéristiques des effets de commerce? 1. Les effets de commerce sont créateurs d'obligations. Créateurs d'obligations. La souscription d'un effet de commerce crée un nouveau rapport de droit qui se superpose au rapport de droit commun appelé rapport fondamental. Le nouveau rapport qui va naître à la souscription d'un effet de commerce s'appelle le rapport cambiaire. Les effets de commerce sont à ce titre créateurs d'obligations, contrairement, par exemple, à la reconnaissance de dette qui se contente de constater l'existence d'un droit préexistant. Alors, quand on signe un contrat ou une reconnaissance de dette, en fait, elle ne fait que constater un droit préexistant. Quand on souscrit ou on émet une lettre de change, en plus du rapport fondamental, on va pouvoir constater l'apparition d'un nouveau rapport qui va se superposer au rapport fondamental et qu'on appelle le rapport fondamental. Nous aurons l'occasion d'y revenir plus tard avec plus de détails. Deuxième caractéristique, les effets de commerce sont des titres formels. Alors, bien entendu, en matière commerciale, de manière générale, la forme l'emporte sur le fond. Encore plus en matière d'effets de commerce. Alors, ici, on peut dire que le fond est quasi inexistant. Dans la reconnaissance de dette, par contre, le fond est très important. Par exemple, s'il y a un vice, le créancier ne pourra pas obtenir paiement, même si le fond est respecté. On dit que le droit est incorporé au titre. Alors, je reviens sur l'idée pour dire et clarifier ce point, pour dire qu'en matière d'effets de commerce, la forme l'emporte sur le fond. Le fond est quasi inexistant. Troisième caractéristique, les effets de commerce sont des titres négociables. Alors, la créance qui est constatée par la reconnaissance de dette peut être transmissible. Cependant, elle ne peut l'être que dans les formes de l'article 195 du DAIR formant code des obligations et contrats, qui dispose que le cessionnaire n'est saisi à l'égard du débiteur et des tiers que par la signification du transport fait par ce dernier au débiteur ou par l'acceptation du transport fait par ce dernier dans un acte ayant date certaine, sauf le cas prévu à l'article 209. Donc en fait, la cession d'une reconnaissance de dette doit passer par les dispositions de l'article 195. Les effets de commerce, quant à eux, sont transmissibles avec des formes allégées. On dit qu'ils sont négociables. Les deux formes les plus usitées sont l'endossement ou la simple tradition, c'est-à-dire de la main à la main. Quatrième caractéristique, les effets de commerce sont destinés à conférer une plus grande sécurité au porteur. On ne peut qu'illustrer à travers certaines règles juridiques cette caractéristique.
D'abord, à travers le principe de la solidarité entre tous les signataires d'un même effet de commerce. Contrairement à la reconnaissance de dette, dans le cadre de laquelle le cédant n'est garant que de l'existence de la créance, mais non de la solvabilité du débiteur, l'endosseur d'un effet de commerce est garant de son acceptation et de son paiement. Tous les endosseurs sont solidairement tenus envers le dernier porteur. Ça, c'est un premier principe. Il est très important, il est même essentiel. Le deuxième principe, c'est ce qu'on appelle le principe de l'inopposabilité des exceptions. Alors, ce principe est fondamental, en fait. C'est ce qui donne sa valeur, sa force, si vous voulez, à l'utilisation dans la pratique des affaires et de l'entreprise, des effets de commerce, notamment la lettre de change. Qu'est-ce que c'est que l'exception? L'exception, en termes de procédure, on dit que c'est le moyen de défense qui permet au débiteur de ne pas exécuter son obligation. En matière commerciale, les exceptions ne sont pas opposables. La personne qui est tenue du paiement de la lettre de change ne peut opposer au porteur les exceptions qu'elle aurait pu opposer au tireur ou au porteur antérieur. En droit civil, par la cession de créance, le cédant transmet son droit tel qu'il existe dans son patrimoine. Les vices qui entachent ce droit ne disparaissent pas du fait de la transmission. On dit qu'il n'y a pas purge des exceptions. Alors si je voulais m'appuyer sur un exemple, on va prendre un exemple simple pour illustrer ce principe de l'inopposabilité des exceptions. J'ai bien dit que l'exception est un moyen de défense qui permet au débiteur de ne pas exécuter son obligation. Je loue une maison à une personne, il ne paie pas le loyer, effectivement, je peux lui opposer le non-paiement des loyers. Je vends une marchandise, la marchandise n'est pas payée, je ne délivre pas la marchandise, j'oppose l'exception de non-paiement. L'exception est un moyen de défense. Alors en matière commerciale, et notamment pour ce qui concerne les effets de commerce, si par exemple une personne délivre une marchandise sur la base d'un contrat bien spécifique, le paiement se fait par lettre de change. La lettre de change est transmise, elle est endossée. Mais en réalité, la marchandise livrée à la base ne correspond pas au contrat. Le débiteur, qu'on appellera plus tard le tiré, peut avoir tendance à dire « je ne veux pas payer parce que je n'ai pas reçu la marchandise » ou « la marchandise ne correspond pas au terme du contrat ». C'est-à-dire qu'il va essayer de soulever une exception par rapport au premier co-contractant. Eh bien, en matière commerciale, cette situation n'est pas possible. C'est-à-dire que le dernier ou le débiteur est obligé de payer à charge pour lui de déclencher ses poursuites contre son co-contractant direct. Donc, c'est ce qu'on appelle le principe de l'inopposabilité des exceptions. Évidemment, ce sont des caractéristiques, mais c'est à titre d'exemple parce que le droit cambiaire est très riche de principes qui fait en sorte qu'on parle d'une certaine force, une certaine sécurité dans l'utilisation et l'usage des effets de commerce. Quelle est la législation qui s'applique dans le cadre des effets de commerce? Premièrement, il convient ici de souligner que les effets de commerce ont bénéficié d'un effort d'unification législative qui aboutit à l'adoption d'une loi uniforme par la Convention de Genève du 7 juin 1930 relative à la lettre de change et aux billets à ordre et à la Convention du 11 mars 1931 relative aux chèques. Le droit marocain sur les effets de commerce
est une application de la loi uniforme. Et ce, en dépit de l'absence d'un document officiel par lequel le Maroc aurait ratifié les dites conventions. Avant la date du 1er août 1996, les effets de commerce étaient régis par les dispositions du Daïr du 12 août 1913 et le Daïr du 19 janvier 1939. Le premier concernait la lettre de change et le billet à ordre, et le deuxième, le chèque. Après cette date, à nos jours, il y a eu promulgation du nouveau code de commerce et la réglementation des effets de commerce est contenue dans les articles 159 à 328 de ce même code. Voilà pour ce qui concerne la présentation générale. Il convient maintenant d'étudier un par un les différents effets de commerce qu'on a arrêtés sur la lettre de change, le billet à ordre et le chèque. Alors on va commencer dans le cadre d'une section première, avec la lettre de change. Alors, qu'est-ce que c'est ou quelle peut être la définition de la lettre de change? Eh bien, la lettre de change, ou traite, on l'appelle également traite, est un écrit par lequel une personne appelée tireur donne à une autre personne appelée tiré l'ordre de payer à une époque déterminée une somme d'argent à une troisième personne appelée bénéficiaire ou preneur ou à l'ordre de celle-ci. Alors sur le plan technique, juridique, j'entends, la situation se décompose en deux phases. Premièrement, il y a la phase contractuelle, c'est-à-dire l'opération originaire, qui va mettre en rapport deux parties, un vendeur et un acheteur. Cette phase est régie par les dispositions du droit commun des contrats quant à sa formation ou à son exécution. On appelle cette phase la phase contractuelle. Donc, au départ, un rapport contractuel A vis-à-vis de B. La phase cambiaire vient après. C'est une phase qui va comprendre des opérations portant uniquement sur le titre créé en représentation du prix de vente ou de prestation de service. Mais on constate que les rapports fondamentaux sont des rapports bilatéraux. Les rapports cambiaires sont des rapports multilatéraux, établis entre des personnes qui ne se connaissent pas nécessairement. Ainsi, le porteur à l'échéance a pour débiteur cambiaire tous ceux qui ont signé la traite, alors qu'il n'a été en relation qu'avec le porteur précédent, celui qui lui a transmis la lettre de change. Lors de cette phase, le titre a sa vie propre, avec ses lois particulières de création, de circulation, de garantie et d'extinction. Alors, sur le plan de la terminologie, il convient de préciser les choses suivantes. 1. Le tireur, c'est celui qui, en sa qualité de créancier, émet la lettre de change. Le tiré, c'est celui qui, en sa qualité du débiteur, du débiteur du tireur, reçoit l'ordre de payer. Le bénéficiaire ou tireur-porteur, celui qui reçoit la lettre de change. Le rapport entre le tireur-vendeur et le tireur-acheteur s'appelle la provision. C'est la créance du tireur sur le tiré. Le rapport entre le tireur-vendeur et le bénéficiaire s'appelle la valeur fournie. C'est la créance du bénéficiaire contre le tireur. C'est également la créance de l'endossataire contre l'endosseur. Voilà pour la question relative à la terminologie. Maintenant, il convient de nous interroger sur les conditions de validité de la lettre de change. J'ai dit tout à l'heure que la lettre de change est un écrit littéral, c'est-à-dire c'est un écrit dans le cadre duquel la forme l'emporte sur
le fond. C'est pour cela qu'on va commencer par les conditions de forme. Et même, on va plus loin, on va les appeler rigueur des conditions de forme. En réalité, le législateur a le souci, si vous voulez, de la facilité, de la simplicité, de la rapidité, d'encadrer ce travail de l'entreprise. Et c'est pour cela qu'il veut faire d'une simple lecture du titre le moyen de connaître et de s'assurer de sa validité et de sa parfaite validité. L'article 159 du Code de commerce énumère les mentions obligatoires. Alors, je voudrais ici souligner une chose. On va énumérer les mentions obligatoires, mais je dois attirer votre attention sur le fait qu'aujourd'hui, en fait, le problème, si vous voulez, de la lettre de change ne se pose plus dans les mêmes termes qu'auparavant, que par le passé, puisqu'aujourd'hui, en fait, c'est des carnets que remet la banque à ses clients et la banque, en tant que professionnelle, si vous voulez, remettra, comme en matière de chèque, justement, elle va remettre des documents qui, normalement, vont laisser la place, il suffit de remplir. Donc les mentions sont déjà en place. Il n'empêche pas moins qu'il faut quand même faire attention à bien remplir, autrement on va tomber sur des conséquences un peu lourdes qu'on verra tout à l'heure. Alors pour les mentions obligatoires, on va les parcourir et nous interroger légèrement un peu sur leur importance. D'abord, dénomination de la lettre de change. Le titre doit porter la mention lettre de change, insérée dans le texte même du titre et exprimée dans la langue employée pour la rédaction de ce titre. C'est-à-dire, ça vient « Veuillez payer contre cette lettre de change la somme de ». Donc en fait, on doit mentionner la lettre de change. Pourquoi ? Le législateur veut informer l'utilisateur de l'importance du titre qu'il signe et des conséquences qui en découleront. Deuxième mention, mandat pur et simple de payer une somme déterminée. Cette lettre de change doit contenir un mandat inconditionnel de payer une somme d'argent. Donc, en fait, s'il y a une condition qui est stipulée, le titre ne peut être considéré comme lettre de change. On dit que l'ordre de payer doit porter sur une somme d'argent déterminée, mais sans le soumettre à une condition. Veuillez payer contre cette lettre de change la somme de. Je ne peux pas dire à la condition de recevoir la marchandise ou en paiement ou de telle marchandise. Ça veut dire à partir du moment, il faut un mot al-amru an-najiz bi-ada'i mablaghin mu'ayyan duna qaydin aw shart. Troisième mention obligatoire, indication de la date et du lieu de création de la lettre de change. Nous sommes dans le cadre de l'article 159, paragraphe 7. L'indication de la date est importante, elle est utile à plusieurs égards et permet 1. De calculer le délai de prescription de l'effet ainsi que celui des intérêts dus. 2. Savoir si le tireur pouvait valablement à cette date émettre une lettre de change. Problème de capacité. Connaître, 3, la date pour déterminer l'échéance quand la lettre est à un certain délai de date. Connaître le délai de paiement si la traite est payable à vue. L'indication du lieu de création a son importance en matière de commerce international car elle permet de connaître la loi nationale qui s'applique. Quatrième mention, le nom de celui qui doit payer, c'est-à-dire le tiré, article 159, paragraphe 3. En principe, le tiré est désigné par le tireur lui-même, mais il peut se désigner lui-même. Rien n'empêche que le tireur crée une lettre de change et se désigne comme étant le tiré, article 161 du Code de commerce. L'indication de l'échéance, cinquième mention, elle peut être fixée selon 4 modalités selon l'article 181 du Code de commerce, à vue ou à première présentation, c'est-à-dire sans délai de paiement, à un certain délai de vue, c'est-à-dire à l'expiration d'un délai qui commence à courir à partir de la première présentation au tiré, à un certain délai de date, le délai fixé court à partir du jour de la création de l'effet de commerce.
Enfin, à jour fixe, c'est la façon la plus courante, le jour de l'échéance est déterminé à l'avance. Et l'article nous dit que toute autre forme de libellé de la date d'échéance est nulle. Enfin, une petite remarque, les lettres de change à échéance successive sont nulles. Sixième mention, l'indication du lieu de paiement. Alors, le principe général du droit privé, selon lequel les dettes sont quérables, s'applique au droit de la lettre de change. La traite doit être encaissée au domicile du débiteur. Mais ce principe, dans la pratique, peut être gênant. C'est pourquoi la plupart des lettres de change sont domiciliées en banque. Et la pratique bancaire est très simplifiée, car ce sont des banques qui sont porteuses et ce sont des banques qui doivent payer du fait de la domiciliation des effets de commerce que sont les lettres de change. Elles se règlent donc entre elles en utilisant le procédé de la chambre de compensation. Septième mention. Le nom de celui auquel ou à l'ordre duquel le paiement doit être fait. Nous sommes dans le cadre de l'article 159, alinéa 6. La lettre de change doit mentionner le nom du bénéficiaire ou preneur. Le tireur peut désigner une personne de son choix. Il peut indiquer son créancier, mais il peut aussi se désigner lui-même comme bénéficiaire. Huitième mention, le nom et la signature de celui qui émet la lettre de change, c'est-à-dire le tireur. Cette signature doit être obligatoirement apposée à la main. Tout autre procédé non manuscrit n'est pas admis. Voilà pour une présentation des mentions obligatoires, parce que nous verrons tout à l'heure les mentions facultatives. Quelle est d'abord la sanction de l'inobservation des conditions de forme? Alors, sur le plan du principe, il convient ici de préciser que la lettre de change, dans laquelle une seule mention exigée par l'article 159 du Code de commerce fait défaut, ne vaut pas comme lettre de change. Le titre n'est pas nul, mais il y a ce qu'on appelle une sorte de dégénérescence de sa valeur juridique. Dans certains cas, la dégénérescence est une sanction trop grave. La dégénérescence, ça veut dire que le titre n'a plus sa valeur en tant que titre, en tant qu'effet de commerce. En elle-même, c'est une sanction grave, parce que nous sortons du cadre du droit cambiaire. Et à la rigueur, on peut considérer que la lettre de change peut être une base d'une sorte de reconnaissance de dette. C'est donc assez grave. C'est pour cela que la loi a prévu ce qu'on appelle un régime d'équivalence pour le cas où certaines mentions obligatoires feraient défaut. On parle alors de supposition de mention. Alors, quelles sont les exceptions au principe que je viens d'évoquer, celui de la dégénérescence de la valeur juridique de la lettre de change? Eh bien, il suffit de lire les dispositions de l'article 160 dans son alinéa 2 pour pouvoir les énumérer. La lettre de change, dont l'échéance n'est pas indiquée, est considérée comme payable à vue. 1. 2. À défaut d'indication spéciale, le lieu désigné à côté du nom du tiré est réputé être le lieu des paiements et en même temps le lieu du domicile du tiré. 3. Si le lieu n'est pas indiqué à côté du nom du tiré, le lieu de paiement est celui où le tiré exerce son activité ou celui où il est domicilié. La lettre de change, n'indiquant pas le lieu de sa création, est considérée comme souscrite dans le lieu désigné à côté du nom du tireur. Si le lieu n'est pas indiqué à côté du nom du tireur,
la lettre de change est considérée comme souscrite dans le lieu du domicile du tireur. Enfin, à défaut d'indication spéciale, la date de création de la lettre de change est considérée être celle de la remise du titre au bénéficiaire. Voilà pour les exceptions. En dehors, toute autre mention manquante va mener le titre, donc l'effet de commerce, vers ce qu'on vient d'appeler la dégénérescence du titre. En fait, ça veut dire que le titre perd de sa valeur juridique en tant que titre cambiaire. Mention obligatoire, qu'en est-il des mentions facultatives? À côté des mentions obligatoires que je viens de citer, peuvent coexister un certain nombre de mentions facultatives qui correspondent à des stipulations spéciales des parties. On peut citer les plus fréquents. 1. La clause de domiciliation. Cette clause, c'est une clause par laquelle le tireur ou éventuellement le tiré indique un lieu de paiement de la traite autre que celui de domicile du tiré. Généralement, on va domicilier auprès d'une banque, comme je l'ai dit auparavant. 2. La mention de la valeur fournie. C'est une mention qui indique quelle est la nature de la créance du bénéficiaire sur le tireur qui justifie la création de la lettre à son profit. Selon les cas, il peut y avoir valeur fournie en marchandises, en services, en espèces, en compte. L'indication de la valeur fournie est présumée sincère, mais la preuve de sa fausseté peut être établie. La lettre est néanmoins valable dès lors qu'elle a une cause réelle et licite. La mention de la valeur fournie va entraîner certaines conséquences. 1. Elle renseigne les porteurs successifs sur la nature de la créance du bénéficiaire sur le porteur. Dès lors, tous les vices dont elle peut être affectée, notamment l'illicéité, sont opposables aux différents porteurs. 2. Elle traduit la volonté du tireur de s'engager par la lettre de change à l'égard du porteur dans les mêmes termes et aux mêmes conditions que sa créance sur le tiré. Ainsi, les garanties de la créance, c'est-à-dire privilèges, gages ou hypothèques, sont présumées profiter à tous les porteurs.